Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour la participation. Je vais attendre quelques minutes pour m'assurer que tout le monde est là et que tout fonctionne avant de démarrer. Dans ce temps, je vous invite à prendre un petit café ou un petit thé ou de l'eau parce que le sujet sera passionnant. Tout le monde voit mon écran, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui sera organisé sur le thème donc création de société en Belgique. Donc, on va parcourir donc les clés pour la création de la société en toute sérénité avec une optimalisation fiscale dès le début. Donc, avant tout cela, je vais me présenter. Donc, le webinaire sera animé par moi-même, donc Émilie Mokali. Je suis expert comptable certifié ITA. J'exerce depuis maintenant 15 ans, pas en tant qu'experte, mais dans le domaine de la comptabilité. J'ai un master en gestion fiscale, donc planification fiscale nationale et spécialisation internationale, et une certification de spécialisation dans tout ce qui est valorisation d'entreprise et fusion et acquisition. Donc, j'anime ce webinaire et je vous annonce le programme. Donc, le programme, on va commencer par les bases déjà. Donc, je vais vous expliquer quelques notions qui sont primordiales pour la compréhension de ce qui va suivre. Ensuite, on va parcourir donc les formes juridiques possibles et le choix en fonction des besoins de chacun. Puis, je vais vous expliquer donc les étapes pour la création de la société. Puis on va passer à l'optimalisation fiscale de départ, donc les points essentiels auxquels on doit penser lors de la création pour nous éviter des frais plus tard ou inutiles tout simplement, ou éviter les mauvaises surprises et surtout avec toutes les modifications législatives dans lesquelles notre pays est en train de passer. Puis, on va passer aux erreurs à éviter. Il y en a pas mal. Donc, on va citer, on va dire, les essentiels, ceux qui reviennent assez souvent. Ensuite, je vais brièvement vous expliquer la spécialisation de notre cabinet. Donc, on a plusieurs spécialisations et il serait peut-être intéressant de partager ça avec vous. Et puis, on passe aux questions-réponses et ça sera terminé. Donc, ça va être chargé, ça va être sur 1 heure. Le sujet peut prendre des jours parce que c'est un sujet assez vaste et très intéressant et qui touche presque tout le monde, on va dire, parce que les PME et les petites sociétés, c'est la majorité des sociétés en Belgique. Il y en a les grandes, bien entendu, mais la majorité des sociétés sont des PME et des petites entreprises. Donc voilà, c'est parti. Donc ici, on va partir avec la base. Donc avant de créer une société, il suffit pas tout simplement d'avoir une idée et de se lancer. Il faut prendre le temps pour réfléchir aux points essentiels. On va commencer avec quelque chose qui s'appelle le Business Model Canva. Donc, c'est un modèle standardisé sur lequel donc, on va cartographier donc, le fonctionnement de l'entreprise sur une seule page. L'idée ici, ce n'est pas de creuser ou d'être parfait sur chaque élément. C'est juste de avoir une idée claire de ce qu'on va faire, comment on va procéder. Parce qu'on regarde sur les réseaux, sur Internet, beaucoup de vidéos qui vont tout simplement vous inciter à se lancer rapidement, à devenir riche, à réussir, pourquoi pas. Mais pour arriver à ce stade, il y a un parcours à respecter. Si on brûle les étapes, on risque de se brûler nous-mêmes. Donc voilà, le business model Canva, donc vous devez tenir compte de 9 éléments. Donc il est composé de 9 éléments. Vous devez segmenter votre clientèle. Donc qui sont vos clients cibles, tout simplement. C'est quoi votre valeur ajoutée à votre client? Vous allez créer un business qui ne crée pas une valeur ajoutée, il n'y a pas de sens de le créer parce qu'il ne va pas répondre à un besoin, il ne va pas résoudre un problème. Et donc, maintenant, vous avez ces 2 éléments-là. Comment vous comptez donc communiquer, donc votre canal, comment vous comptez donc faire savoir que vous proposez cette valeur ajoutée. Un autre point, donc la relation avec les clients, comment vous comptez les gagner. Donc, voilà. Puis, on va passer aux ressources. C'est très bien, on va créer un business. C'est pas pour faire du bénévolat, c'est pas pour faire un hobby, mais c'est pour gagner de l'argent. Quelles sont les ressources? Comment l'entreprise va faire pour générer de l'argent? Quelles sont les ressources de départ? Donc, juste pas détaillé, comme j'ai dit. Ici, c'est pas un document de stress, mais c'est juste un document qui va centraliser tous les éléments essentiels pour qu'après, bien entendu, il faut les creuser, il faut les développer. Donc, les ressources clés,
les activités clés. Donc, vous allez proposer plusieurs activités, les partenaires avec qui vous allez travailler, est-ce que vous avez besoin des fournisseurs, on va dire partenaires à long terme, des conseillers. Donc, quel est votre réseau, les professionnels qui vont vous aider à grandir, à réussir. Voilà, la structure des coûts. Donc, vous n'allez pas juste se jeter dans l'eau sans savoir qu'est-ce qui vous attend. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui me consultent en panique en disant, mais moi, j'ai rien gagné et pourtant, on me réclame ça ou ça ou ça. Mais c'est des choses évidentes pour lesquelles il faut y penser avant parce que se lancer, c'est très bien, mais c'est un acte juridique. Donc, vous créez une entité, même si vous vous lancez comme indépendant, vous prenez un numéro de TVA. Avec ça, il y a des obligations à respecter. Sinon, vous allez avoir des surprises et vous allez vivre pas une aventure de business, mais plutôt une aventure d'éteindre le feu et courir à gauche et à droite. Donc, c'est pas le but. Donc, il se présente de la sorte. Donc, ici, j'ai pris un modèle, on va dire, assez simplifié qui regroupe les points. Vous pouvez le modeler quand vous voulez, du moment qu'il y a au moins ces points-là. Vous pouvez rajouter d'autres points, hein, bien entendu, mais ça, on va dire ici, c'est l'essentiel. Bien entendu, c'est pas moi qui ai inventé cela, d'où ici la référence de la personne qui a inventé cela dans le cadre de sa recherche doctorale. Et puis, on va passer au business plan simplifié. Donc ici, c'est seulement, comme je dis, simplifié. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire, oh, les chiffres, c'est pas pour moi. Mais c'est vraiment simplifié dans le sens où vous allez développer, donc ce que vous avez travaillé sur le business model Canva, vous allez le développer en business plan simplifié, vous allez le chiffrer. Donc vous allez le représenter en chiffres pour un petit peu savoir quelle est la ligne de conduite. Ce document-là est primordial. Je ne vous dis pas de devenir des experts de chiffres, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de aider votre business à grandir. Le rôle de votre expert comptable et votre conseiller, donc un professionnel du chiffre, c'est son rôle de voir si ça tient la route, vérifier les ratios, vérifier la disponibilité de la trésorerie, donc vérifier beaucoup de points essentiels. Mais ça, c'est, on va dire, le document de base. Vous devez fournir quelque chose pour que ce dernier puisse vous challenger, puisse vous pousser plus dans la réflexion et compléter votre business plan et donc arriver au business plan, on va dire, final et solide. Parce qu'un business plan, c'est pas seulement un document pour vous embêter, tout simplement, c'est un document essentiel. De un, ça vous montre dans quoi vous allez mettre les pieds, quels sont les coûts, donc vous allez avoir une idée chiffrée de la réalité qui vous attend. Ça se base sur un scénario, donc celui que vous avez inventé, enfin, pas inventé, mais réfléchi dans votre tête, dire voilà, moi je vais par exemple acquérir ma clientèle de cette façon-là, j'ai des contrats en cours. Voilà, vous avez des éléments concrets en fait, concrets qui vont nous aider à faire la projection. Il va vous aider aussi à planifier votre fiscalité dès le début, comme je le dis, je le répète souvent, même si beaucoup de gens négligent au début. Mais un point encore plus, on va dire, essentiel, il va vous protéger en cas de faillite durant les 3 premières années si vous optez pour, par exemple, la SARL. Donc pour la SARL, je vais le développer plus tard, il n'y a pas de capital minimum, mais vous devez créer un business plan et ce business plan doit être solide. Si, il y a faillite dans les 3 premières années, le juge peut revenir sur ce business plan et s'il constate qu'il a été rédigé à l'arrache, et que voilà, il était pas, on va dire, on n'était pas sérieux lors de l'établissement de ce business plan, votre responsabilité personnelle peut être engagée. Donc voilà, c'est pas pour vous embêter, mais c'est un document, on va dire, de pilotage de un, de planification, mais aussi de sécurité juridique. Voilà, donc ça se présente, encore une fois, ici un modèle, ça peut être adapté en fonction de votre besoin. Ça, c'est le modèle simplifié, donc c'est la base de travail que vous devez vous faire avant d'aller voir votre expert comptable pour compléter et arriver à la version finale. Ensuite, vous devez se poser la question, quelles sont les raisons pour lesquelles vous créez cette société-là ou cette activité-là? Donc, il faut avoir des bonnes raisons. Pas seulement fuir une situation, pas seulement juste tester, on verra plus tard, parce qu'il y a des conséquences. Vous pouvez toujours tester, il y a d'autres mécanismes qui peuvent vous permettre de tester en toute sécurité, bien entendu, et avoir, on va dire, un équilibre entre le risque
et le test. Quand je dis ça, je pense par exemple au régime, donc les personnes qui sont au chômage, ils ont la possibilité de tester une activité en tant qu'indépendant complémentaire pendant une année et puis après se décider s'ils se lancent ou pas. Il y a d'autres mécanismes, bien entendu, qui sont disponibles. Vous pouvez m'envoyer un message pour vous les communiquer, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vous pouvez tester, mais hors. Mais si vous dites, voilà, moi je vais créer une société, il faut avoir des bonnes raisons. On ne va pas tester avec une société. Une société, ça veut dire on a quelque chose de solide, on y va. Donc là, ici, on a parmi les raisons qui reviennent, il n'y a pas seulement donc pour tester, comme j'ai dit, mais il y a aussi le besoin de protéger son patrimoine privé. Quand on se lance comme indépendant, il n'y a pas de séparation juridique entre les deux patrimoines. Ça veut dire les deux, ils sont mélangés. Quand on crée une société, on va protéger ce patrimoine-là. Bien entendu, il faut respecter beaucoup de conditions. On reviendra plus tard. Peut-être vous avez des raisons pour avoir des associés. Quand vous êtes en indépendant, c'est compliqué de s'associer avec d'autres personnes. Il y a beaucoup trop de risques. Donc, il y a peut-être cette raison-là. Il y a la raison de la crédibilité. Donc, quand on vous présentez auprès de partenaires, des banques, voilà, des partenaires clés, des fois, quand on est en société, on a plus de crédibilité que quand on est seulement indépendant. L'optimalisation fiscale, bien entendu, ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, pour pouvoir maîtriser sa fiscalité, optimaliser fiscalement. Quand on est indépendant, vous allez voir plus tard que cette possibilité-là, elle est quand même réduite. Et puis, il y a la dernière et n'est pas la moindre raison, c'est le besoin de transmission. Et donc, avec toutes les nouvelles législations, peut-être c'est aussi un point essentiel auquel vous devez penser si vous avez un envie de transmission. Donc, voilà, il y a d'autres raisons, bien entendu, mais là, j'ai listé, on va dire, les essentiels et ceux qui reviennent assez souvent. Donc, ici, donc, comme j'ai dit, indépendant, c'est très bien. Ça vous permet de se lancer rapidement pour tester l'activité ou pour tout simplement avoir une activité de côté par rapport à votre travail si vous êtes salarié. Mais il y a des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages et inconvénients non fiscaux. Donc, les avantages non fiscaux quand on se lance comme indépendant, comme j'ai dit, c'est la simplicité de la création et la simplicité de la radiation. Donc, quand on termine, c'est beaucoup plus facile. Pour se lancer, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus facile aussi. Il y a une liberté dans les décisions. Donc, il n'y a pas un organisme tiers à nous qui est dans l'histoire. Donc, on peut décider rapidement sans trop de formalités. Donc, moins de contraintes légales parce qu'il ne faut pas, par exemple, déposer une déclaration fiscale en plus pour la société, les comptes annuels pour la société et tout ça. Donc, les inconvénients non fiscaux, donc, comme j'ai dit, la crédibilité, vous avez moins de crédibilité. Les difficultés à s'associer, ça, c'est le nerf de la guerre. J'ai toujours le cas des personnes qui me consultent, c'est des indépendants ou des amis qui veulent avoir un business et qu'ils ont du mal tout simplement à structurer tout ça parce que chacun est indépendant et bien entendu, les risques, ils sont énormes. Donc, la continuité de l'activité. Quand vous êtes indépendant, si ça vous arrive quelque chose, malheureusement, bah, l'activité s'arrête. Il n'y a pas de possibilité de transmission. Donc, le dernier ici point que j'ai mis ici en commun, parce que ça peut être interprété comme un avantage par certaines personnes et un inconvénient par d'autres personnes. Moi, je le trouve comme comme un inconvénient, pardon. Donc, l'absence de la séparation juridique entre les deux patrimoines. Ça veut dire que quand vous êtes indépendant, tout ce que vous avez en privé, il peut être utilisé pour rembourser les dettes, tout simplement, professionnelles, si vous n'arrivez pas à assumer ou si vous avez causé des dégâts ou qu'il n'y a pas d'assurance ou un problème d'assurance. En tout cas, s'il y a un problème ou quoi, on va venir dans votre patrimoine privé pour piocher et régler les dettes. Donc, mais d'autres personnes vont dire, mais moi, je préfère au moins, voilà, j'ai gagné autant, même si je vais être taxée, c'est pas grave, mais au moins, je sais que c'est mon argent, que je ne vais pas encore réfléchir à comment je vais la sortir de la société. Bon, ça, c'est, on va dire, une minorité, mais ça existe, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici au milieu. Moi, je pense concrètement que c'est un inconvénient majeur, même. Donc, par rapport aux avantages fiscaux,
Donc la possibilité, quand on est indépendant, on a la possibilité de choisir entre les frais professionnels réels, ça veut dire il faut les tickets, les factures, donc il faut justifier ces frais. Mais si on n'arrive pas à avoir des justificatifs à chaque fois, il faut toujours le justificatif hein, pour la comptabilité. Donc je répète, c'est pas parce que on a la possibilité de forfait que voilà, mais au moins au niveau fiscal, quand vous allez postuler donc vos frais, si vous avez par exemple des frais réels qui sont minimes, ou vous avez presque pas de frais, bah, tout simplement, vous pouvez opter pour le forfait. En société, il n'y a pas ça. Donc, il faut des frais réels, il faut justifier comme frais professionnels qui vont être déductibles. Au niveau des investissements, quand vous faites un investissement, vous pouvez l'amortir. Et l'amortissement, si cet investissement est 100% professionnel, vous pouvez le déduire. Quand on est indépendant, il y a une tolérance qui vous permet de déduire l'année complète quand vous achetez au milieu de l'année. Quand vous êtes en société, vous devez calculer au prorata. Donc, ça, on va dire fiscaux. Je m'arrête là parce que moi, je suis avec la team qui dit, voilà, séparation juridique et une protection avec une possibilité d'optimisation fiscale en société. Donc, je ne vois pas trop d'avantages à être fiscaux, à être indépendant. En ce qui concerne les inconvénients, c'est le taux progressif. On est très, très taxé en Belgique. Ça, tout le monde le sait. Les cotisations sociales, donc, qui sont calculées sur la base imposable et qui grimpent aussi rapidement et on n'a pas de contrôle là-dessus. Du moment qu'il y a une base imposable qui est déclarée, le secrétaire social va recevoir cette info. Ils vont régulariser si vous n'avez pas payé assez durant l'année en question. Et donc là, ça peut vraiment, vraiment faire mal et ça chiffre très, très vite. Donc, par contre, il y a ici, comment dire, l'annualisation. Donc, ça, j'avais expliqué ça dans une petite vidéo. Quand vous êtes indépendant et que vous vous lancez comme indépendant au milieu de l'année, donc même si vous n'avez pas gagné de l'argent, on va dire, de janvier à mai, on va tenir compte d'une année complète de revenus. Donc, on va prendre vos revenus de l'année dans laquelle vous avez travaillé, on va les ramener à l'annualité, on va les projeter et sur ça, on va calculer les cotisations. Donc là, ça peut vraiment faire mal. Donc, les mécanismes fiscaux qui sont limités, donc ça, je l'ai dit. Voilà, ici, ça, c'est le taux de progression. Donc, vous pouvez voir ici que on est, voilà, à partir de 51 000 de base imposable, on est à 50% de taxation, ce qui est énorme. Bien entendu, il y a une quotité exemptée d'impôts. Donc, ça, c'est les premiers euros sur lesquels on ne va pas payer d'impôts entre parenthèses. Donc, c'est de 10 910 euros pour 2025 et de 11 180 pour 2026. Mais ça reste quand même une charge assez conséquente. Donc, imaginez si vous avez une base imposable de 50, on va dire 55 000. Donc là, vous êtes déjà dans cette tranche-là. Et en plus de ça, vous avez donc les cotisations sociales qui sont en barème. Et donc là, pour cette, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est petit, mais pour cette tranche-là, vous allez être dans les 12 000 de cotisations annuelles. Donc vous imaginez la somme que vous devez sortir si vous êtes dans cette tranche-là. Tandis que si vous êtes en société, bah, il y a moyen comme j'ai dit, de un petit peu jouer avec la chose. On va y arriver. Donc, pour le choix juridique, donc la forme juridique que vous devez choisir ou que vous voulez choisir, donc il faut tenir compte de beaucoup d'éléments. Donc, pour les formes, il y a les formes de société de personnes. Donc là, vous avez la société simple, non collectif et la société en commandité. Donc là, c'est trois sociétés. Ici, je vais toucher juste un petit mot par rapport au taux ISOC. Donc là, vous êtes taxé à l'impôt de personnes donc morales de société à 20% si vous avez le taux réduit sur la première tranche de 100 000 euros et puis 25 000 sur le reste. Donc, vous voyez que les taux, ils sont quand même beaucoup plus intéressants qu'un indépendant. Donc, en revenant aux formes de société, donc là, on va dire, c'est une structure qui va faire la prolongation d'un indépendant, entre parenthèses. Parce qu'une société simple, bah, elle n'a pas de personnalité juridique. Donc, rebelote, on revient sur le problème qu'on avait parlé, donc, de discuter au début. La solidarité, donc, elle est indéfiniment illimitée. Donc,
moi, entre ça et indépendant, honnêtement, je vois pas trop la différence, si ce n'est qu'on est une forme de société et on peut structurer que ça en forme de société. En termes de responsabilité, ce n'est pas l'idéal. La société en nom collectif, là, vous avez une personnalité juridique, mais la solidarité reste indéfiniment par rapport aux dettes. Donc, vous restez solidaire par rapport aux dettes. Donc, là aussi, il n'y a pas vraiment une réelle, on va dire, protection. La société en commandité, là, c'est si vous avez deux personnes, donc un associé qui va ramener de l'argent, donc il va être le commanditaire, et celui qui va gérer, donc le commandité. Le commandité, c'est celui qui va avoir la responsabilité illimitée, tandis que le commanditaire, il doit se limiter à son apport. Donc là, on va dire c'est une forme hybride entre les deux. Voilà. Et puis, vous avez les sociétés de capitaux. Et c'est là où ça devient intéressant parce que là, on va limiter le risque aux apports. Euh, Et donc, dans ces formats, vous avez la SRL qui est la plus répandue, la SA. Ça, c'est moins, on va dire, spécifique, c'est moins courant, société coopérative et société européenne. Donc, pour la SRL, il n'y a plus de capital minimum comme avant. Avant, c'était 18 000, dans l'ordre de 18 000 euros. Et maintenant, il n'y a plus cette obligation-là. Donc, mais on parle toujours d'un apport suffisant. Donc, même si on dit, parce qu'on on voit hein, sur les réseaux, sur partout, oui, vous pouvez créer une société en Belgique, 1 euro, allez, on y va, c'est facile, ou ouais, il n'y a plus de capital, alors on s'en fout. Non, non, non. Dans le plan financier, il faut prévoir des apports minimums, donc les apports suffisants. Il faut pouvoir mettre assez d'argent pour que la société puisse assurer ses activités au moins durant les 3 premières années. Et ensuite, bien entendu, bah, s'il y a des bénéfices, c'est le but, ce sera cumulé et la continuité sera assurée entre parenthèses. Mais il faut un minimum donc d'apport et sera déterminé au cas par cas. Donc, le patrimoine privé est protégé. Donc, ça, c'est le gros avantage avec ça. Bien entendu, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les règles. Il ne faut pas faire des fautes de gestion graves. Il ne faut pas abuser de la confiance voilà, des partenaires. Et normalement, tout se passe bien. Mais le principe, c'est que votre patrimoine privé est protégé. Il y a la SA, c'est plus pour les grandes sociétés. Là aussi, il y a une protection du patrimoine privé, mais ici, il y a un capital toujours, donc qui reste de 61 500. Cette forme est plus utilisée par les grandes, comme j'ai dit, pour attirer les gros capitaux. Donc, c'est pour ça que la SARL, c'est la plus populaire et aussi parce qu'elle est la plus facile dans la gestion. La SA, elle est plus, on va dire, administrative dans sa gestion. Il y a des process beaucoup plus à respecter. Beaucoup de contraintes. Donc ici, c'est les formes spécifiques, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est pas commun, il n'y a pas beaucoup. Il y en a, hein, je dis pas que il n'y en a pas, mais c'est pas ce qui revient souvent, mais j'expliquais brièvement au début, donc on va pas s'attarder là-dessus. Ici, j'ai mis un tableau comparatif pour vous donner une idée. Donc, ceux qui sont les personnes ici, à chaque fois, on a une responsabilité illimitée, une indivision. Donc, le nombre de personnes obligatoires, donc à chaque fois, donc ici, 2 et 2, tandis que la SARL et la SA, même si vous êtes donc tout seul, pouvez déjà créer votre société et structurer votre patrimoine. Il y a toujours, c'est une société de capitaux, les apports, comme j'ai dit, la responsabilité, c'est limité aux apports des deux côtés, personnalité juridique des deux côtés, et patrimoine propre, c'est protégé, donc voilà. Et pour cette partie-là, donc partie capitaux, il faut passer chez notaire. Tandis que les autres pouvaient faire avec un acte sous sein privé. Pour les autres, donc société de capitaux, il faut passer devant le notaire. Euh, voilà, j'ai dit donc l'obligation du plan financier, donc j'ai parlé au début, ça s'applique aux sociétés de capitaux à chaque fois. Les autres points, on va dire, je peux vous envoyer les slides hein, si vous voulez, mais c'est moins important. Donc, la faute grave est caractérisée, donc, comme j'ai dit, même s'il y a des capitaux et que votre patrimoine privé est protégé, il faut faire attention à ne pas commettre des fautes graves et caractérisées de gestion, par exemple, ne pas payer ou payer tardivement tout le temps l'ONSS, la TVA, ce genre de choses, ne pas faire les déclarations nécessaires à temps. Donc, tous ces éléments-là peuvent être tenus contre vous si jamais il y a un problème.
Voilà, maintenant on passe aux étapes. Donc les étapes de la création, ils sont, certes, on voit qu'il y a 6 étapes, mais c'est assez rapide. Là, le gros bloc important, c'est le travail que vous devez faire, vous. Donc la réflexion, comme j'ai dit au début, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc que ça soit vraiment clair, propre. Voilà. Ensuite, vous avez cette base de travail, vous allez consulter votre expert comptable pour vous aider à faire. Vous pouvez faire votre plan financier tout seul. Ça reste là la responsabilité des administrateurs. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable. L'expert comptable, son rôle ici, c'est de optimaliser fiscalement s'il y a des choses à optimaliser, vérifier si votre plan il tient la route, le challenger, le compléter. Donc ça, c'est sa valeur ajoutée dans cette phase-là. Vous pouvez bien entendu la faire tout seul, mais il faut veiller à respecter le code des sociétés et avoir tous les éléments obligatoires là-dedans. Donc, dès que votre plan financier est complété, les PECOBELO, là, vous avez le montant exact des apports. Vous savez combien il faut mettre pour une SARL. Donc, je prends l'exemple ici pour une SARL parce que c'est la plus répandue. Vous avez le montant et donc là, vous allez créer un compte bancaire. Alors, ici, ça dépend des banques. Il y en a où c'est rapide et il n'y a pas de problème. Il y en a où c'est vraiment, il faut être derrière. Mais normalement, si vous êtes dans une bonne banque, vous allez avoir votre compte rapidement, donc le numéro de compte dans les 48 heures au maximum. Et ils vont vous demander des éléments lors de la création. Et donc, vous allez fournir certains documents. Ils vont prendre quelques jours de vérification et ensuite, ils vont vous demander de faire le versement donc, sur le compte pour le blocage des fonds. Donc, les comptes, les fonds vont être bloqués sur un compte. Vous ne pouvez pas les utiliser. Puis, vous allez passer chez le notaire avec l'attestation bancaire qui prouve que vous avez bien bloqué ce montant-là et avec le plan financier. Ces deux éléments-là sont indispensables. Sans ça, vous ne pouvez pas aller voir le notaire. Moi, je connais des gens qui viennent me voir en disant, oui, je veux créer une société, j'ai le rendez-vous du notaire la semaine prochaine. Ah, mais c'est très bien, mais vous ne pouvez pas faire comme ça. Là, vous brûlez les étapes, ça veut dire que vous allez bâcler tous les autres points et encore, si vous allez avoir la chance d'obtenir l'attestation bancaire à temps pour respecter votre rendez-vous chez le notaire. Ensuite, vous passez chez le notaire va faire l'inscription au greffe et il va enregistrer votre entreprise et il va envoyer l'attestation à la banque pour le déblocage des fonds. Et ensuite, donc, la banque va débloquer les fonds et là, vous pouvez utiliser votre compte, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous devez donc faire l'enregistrement, donc vous allez choisir un secrétariat social de votre choix. Vous allez enregistrer votre société à la BCE et s'identifier à la TVA. Donc ici, soit votre expert comptable se charge de le faire, soit vous le faire vous-même. C'est à vous de voir, mais de toutes les manières, c'est le secrétariat social qui s'occupe de la partie BCE, la TVA. L'expert comptable peut le faire aussi. Ensuite, il y a une autre obligation, mais qui n'est pas liée vraiment à la création de société, c'est le registre UBO. Je ne l'ai pas mentionné dans les slides, mais vous devez déclarer donc le livre départ dans le mois de la modification. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans les étapes de la création? Parce que ce n'est pas seulement au moment de la création. C'est quand vous créez, vous avez un mois pour le faire. Sinon, il y a des amendes, et les amendes, on ne peut même pas les annuler. Donc, vous avez ce délai-là pour le faire. Ensuite, à chaque fois que vous modifiez les parts, donc si vous vendez des actions à d'autres personnes ou voilà, il y a des modifications, il faut à nouveau le mettre à jour. Ça, c'est à chaque fois qu'il y a une modification. Donc, je crée, je mets le UBO dans le mois, je modifie, je mets le UBO dans le mois aussi. Maintenant, s'il n'y a rien qui s'est passé, donc j'ai créé, il n'y a rien qui s'est passé, c'est toujours moi le patron, c'est toujours moi le 100% actionnaire, je vais quand même confirmer ce UBO une fois par an. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici, mais voilà, il faut quand même le respecter. C'est une obligation en plus. Voilà, c'est comme ça, on est en Belgique et je ne vous apprends rien du tout. Donc, là, on va passer à la partie pétillante. Donc, l'optimalisation fiscale dès le départ. Donc, ici, on sait tous que quand on se lance, on veut juste créer au moindre coût. Mais il faut anticiper certaines décisions, surtout avec les transformations. Il y a beaucoup de changements au niveau de la législation fiscale.
et à chaque fois, on a une nouvelle taxe qui sort de nulle part. Voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. Mais il faut en tenir compte donc, dès le début. Donc, comme j'ai dit, attends, je vais juste revenir pour ne pas perdre le fil de mes idées. Donc là, on va... voilà, ok. Voilà, je reviens. Donc ici, on va déterminer donc, le plan financier, comme j'ai dit, expliqué au début, et mettre les mécanismes en place pour la planification. Euh, on va regarder une chose qui est indispensable. Quand on fait donc, notre plan financier, j'essaie de structurer pour être plus clair, on va déterminer la liste des investissements à faire. D'accord? Quand on est une société, on peut les amortir, comme j'ai dit, comme un indépendant, mais il faut respecter au prorata. Donc là, ici, quand on va dire, OK, moi j'ai besoin de cette machine, par exemple, comme investissement, je la prévois dans mon plan financier et je me pose la question, est-ce que cette machine, moi j'ai besoin de cette machine au début ou à la fin? Pourquoi je la laisse à la fin? Est-ce que seulement parce que j'ai pas encore de l'argent et j'ai pas envie de la sortir tout de suite? Donc là, ici, peut-être il faut penser à l'acquérir dès le début, créer un levier donc opérationnel parce que si j'ai la machine plus tôt, bah, je vais produire plus tôt. Un levier financier parce que je vais prendre ça en crédit, en leasing et je vais lisser donc la charge financière sur l'année. Mais le plus important ici, c'est que je vais avoir beaucoup plus de mois d'amortissement déductible fiscalement. Donc, si je vais l'acquérir au début de l'exercice, bah, je vais amortir toute l'année. Alors, si j'attends fin d'année avant de le faire, eh bien, ça va être enregistré comme un investissement de l'année, mais l'amortissement, il va être limité au mois qui reste. Et donc là, vous perdez quand même des charges, on va dire, déductibles fiscalement par, je ne vais pas dire bêtement, mais bon, c'est l'expression, on va dire, commune. Je vais les perdre bêtement. Donc voilà, ça c'est par rapport aux investissements. Donc le timing, c'est ce que j'ai dit. Donc, OK, là, je l'ai dit. Le deuxième point, ça concerne donc le salaire. Donc, déterminer comment mon dirigeant va être rémunéré. Donc, est-ce que je vais recevoir un salaire pour pouvoir vivre? Combien j'ai besoin pour vivre? Et avec ça, donc, on va déjà l'inclure dans le plan financier. Vous pouvez ne pas faire et faire un plan financier, comme j'ai dit rapidement, mais ce n'est pas vraiment la bonne solution parce que vous allez créer un document qui va vous servir à rien, seulement une obligation administrative et légale, et ça ne va pas vous aider, vous, à scaler votre business, ni à optimaliser votre fiscalité. Et donc là, vous allez dire, voilà, moi, je reçois autant. Moi, j'ai besoin de autant. Donc, votre expert comptable va compléter avec les avantages de toute nature. Donc, tout ce que la société peut payer à votre place. Et vous, vous allez être taxé soit sur une base forfaitaire qui n'est pas importante, soit sur base de formule qui finalement, ça revient à moins élevé. Je donne un exemple par rapport aux voitures, même si c'est dans la cible et le viseur de législateur depuis un moment. La voiture, si la société achète la voiture ou la prend en leasing ou en renting, le coût annuel de cette voiture va être plus ou moins, on va dire, dans les 13 000. Je prends une voiture, on va dire, commune, lambda de tout le monde. Pour vous, ça ne va pas coûter ce montant-là, ça va coûter seulement le montant de l'ATN, de l'avantage de toute nature. C'est ce montant-là qui va se rajouter à votre rémunération. Donc, pour 13 000 que la société supporte pour cette voiture que vous utilisez pour des fins privées et pour des fins professionnelles, bah, vous allez être taxé peut-être sur 1 700 € ou 2 000 €. Ça dépend de la gamme du véhicule. Ça peut monter en fonction de la gamme. Et là, l'expert comptable peut vous conseiller sur quel type de véhicule est le mieux enfin, avantageux pour vous fiscalement. Donc, pour un coût de 13 000, vous allez être taxé comme personne euh, donc privée seulement sur 1 700 ou 2 000 €. Et donc là, c'est intéressant. Puis compléter avec d'autres avantages, les abonnements et tout ça. Donc ça coûte un certain montant aussi à la société. Mais vous allez être taxé sur base forfaitaire, donc 70 € l'année ou 60 €, ça dépend de quoi on parle. Et donc là, c'est des mécanismes qu'il faut prévoir dès le début. Il y a des loyers, il y a les dividendes, il y a beaucoup d'autres éléments, mais il faut en tenir compte dans ce qu'on appelle la politique salariale. Et donc avec ça, on fait des scénarios pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Et le plus intéressant aussi ici, c'est pas seulement la fiscalité, mais aussi, comme j'ai dit au début, les cotisations sociales, parce qu'au début, quand j'ai expliqué par rapport aux indépendants, bah, la base imposable, en plus, elle augmente
augmente, au plus les cotisations augmentent aussi. Alors que là, ben non, on va prendre le contrôle, on va dire, il y a autant, il n'y a pas plus. Et ce autant-là, c'est nous qu'on l'avait déterminé dès le début, à l'avance. Et sur cette base-là, il y a les cotisations sociales et on sait même avant fin d'année si on va avoir une régularisation, oui ou non. Et si oui, pour des raisons X ou Y, parce que la personne a changé d'avis au cours de l'année, où il veut augmenter, où les affaires marchent encore mieux et il veut modifier sa rémunération, il peut bien entendu, et sur cette base-là, on le sait, et il prend la décision s'il veut régulariser dans l'année même, et comme ça, c'est déductible aussi dans l'année même, ou alors dire, OK, moi, je n'ai pas envie de sortir l'argent maintenant, j'attends la régularisation, mais au moins, il sait à quoi s'attendre. Il ne va pas avoir la surprise, et c'est ça, on va dire, le point essentiel ici. Bien entendu, la fiscalité, parce qu'il va payer moins d'impôts avec tous ces mécanismes à mettre en place. C'est personnalisé, c'est en fonction des besoins de chacun et l'objectif de chacun et aussi la capacité de chacun. Donc là, ici, on va passer au troisième point qui est aussi lié aux investissements. Pourquoi? Parce que quand on fait un investissement, il faut savoir dès le début que certains investissements peuvent bénéficier des déductions pour investissement au niveau fiscal. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il faut en tenir compte dès le début. On sait que voilà, ce type d'investissement va m'apporter autant au niveau fiscal. C'est vrai que je vais l'introduire au moment de ma déclaration, mais si je le sais maintenant, je vais faire le choix de mon investissement en conséquence. Par exemple, si je vais choisir entre ce bien-là et ce bien-là avec la différence de prix est minime et que un est neuf et l'autre est occasion, bah, si je regarde bah, l'avantage d'avoir du neuf parce que ça va durer plus longtemps avec moi et que je vais avoir moins de surprises, enfin, je suis censée avoir moins de surprises parce qu'il y a les garanties commerçants et tout ça par rapport à un bien d'occasion, bah, je sais combien ça va m'apporter aussi fiscalement et donc je peux me diriger vers ce bien ou ce bien-là. Si je ne le sais pas et que je n'en tiens pas compte au début, bah, je vais faire mon achat comme ça et qu'au final, avec ça, je perds de l'argent, mais je ne suis même pas au courant que je suis en train de perdre de l'argent. Et aussi, il y a un autre point lié aux investissements, c'est que beaucoup de personnes vont faire des investissements sans consulter, donc sans conseiller son expert comptable par rapport à ça, ou alors il va le tenir au courant bien après. Et donc là, il y a aussi une perte d'argent qui est conséquente et que, voilà, on perd de l'argent, on n'est pas au courant qu'on a perdu de l'argent. D'un côté, vous allez dire, OK, c'est pas mal parce que ah bah, je vais au moins pouvoir dormir tranquillement, mais d'un autre côté, c'est quand même, vous avez perdu de l'argent. Et votre comptable va vous le dire, votre expert comptable, si, s'il est soucieux de ses clients, va vous le dire, il va vous dire, attention, la prochaine fois, veillez à me tenir au courant avant pour qu'on fasse les démarches pour ça. Donc, il y a certains investissements qui bénéficient des subsides octroyés par les régions, et donc, il faut faire la demande avant d'octroyer ou de signer quoi que ce soit comme engagement. C'est vrai, avec le contexte actuel budgétaire de l'État, il y a beaucoup moins de subsides par rapport à avant. Ça change, en tout cas, ça change. Mais il y a quand même, et encore, certains subsides liés aux investissements et le taux varie en fonction du type de l'investissement et de quoi on parle. Mais ça reste quand même des taux non négligeables qui sont toujours le bienvenu, hein. Au début, c'est toujours plus le bienvenu parce qu'on manque de trésorerie, mais l'argent qui arrive, voilà, c'est toujours le bienvenu, il y a pas de souci. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Pour tout simplement, vous soyez au courant, vous ne passez pas à côté. Prenez le temps de vérifier si oui ou non vous êtes éligible pour ce subside ou pas. Au moins, voilà, vous prenez la décision en toute connaissance de cause et vous passez pas à côté. Alors, pour le plan financier, c'est mieux de ne pas baser, on va dire, le seuil de vos apports sur base de subside. Parce qu'un subside, ça prend du temps à arriver, on ne sait pas quand, voilà. Mais quand ça arrive, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais quand vous faites votre analyse pour voir combien vous allez apporter à la société, ne pas en tenir compte pour ne pas être biaisé au niveau des montants. Donc, il faut le savoir, il faut le faire pour ne pas passer à côté, mais il ne faut pas en tenir compte. C'est mieux de ne pas en tenir compte dans votre plan financier. Vous pouvez toujours en tenir compte, mais en plus, pas celui qui vient se rajouter au seuil par précaution. Quand on fait un plan financier, il faut être pragmatique et quelqu'un on va dire, privilégier la sécurité. Pas être hyper optimiste et pas être aussi hyper pessimiste. Il faut être au milieu, mais assez sécure quand même.
Donc, c'est pour ça que le subside, on peut en tenir compte, mais pas dans notre détermination de montant des apports. Voilà, comme j'ai dit, là, ici, vous passez à côté de l'argent si vous faites rien et si vous êtes tout simplement pas au courant. Donc, je vais essayer de me dépêcher là parce que le temps. Et donc là, ici aussi, il y a, pardon, un point essentiel et c'est dû à un nouveau régime de taxation que le gouvernement a ajouté cette année. Donc, il a voté en avril une taxation sur la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, donc quand on vend un bien, un actif financier. Euh, cette loi a été votée en avril, mais elle prend cours 1er janvier 2026. Tout ce qui est avant, bien entendu, reste exonéré parce que on ne peut pas revenir en arrière. Une loi ne peut pas avoir un effet rétroactif en principe pour être légale. Mais bon, on est en Belgique et il faut des fois attaquer la Belgique pour lui rappeler les règles. Donc, comme je disais, donc, il y a une nouvelle taxation et donc parmi les mesures visées dans ce régime-là, il y a un régime spécifique qui s'applique lorsqu'on détient au moins 20% d'actions dans une société. Et donc là, ça peut toucher tout le monde, les dirigeants et tout ça. Et donc, quand on vend les parts, bah, il y a une taxation qui va être appliquée sur les parts. Donc, il y a une première tranche de 1 million qui est exonérée. Ce montant est apprécié sur 5 ans. Et puis, dès qu'on dépasse ce seuil-là, il y a un taux progressif de taxation. Donc, le taux, il varie sur 1,25 jusqu'à 10%. Donc, ça peut très vite chiffrer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper dès le début, au moment de la création, pour justement pouvoir jouer avec ça et éviter au mieux qu'on peut cette taxation. Donc, et parmi donc les solutions pour éviter cela, c'est lors de la création, avant, si on est tout seul, on crée la société, on est 100% actionnaire et on a une seule classe d'actions. Ici, il est peut-être judicieux de penser à créer deux classes d'actions pour pouvoir justement planifier une transmission si on souhaite transmettre la société plus tard, donc anticiper cette partie-là. Ça, c'est très, on va dire, comme j'ai dit ici, une pièce d'échec. C'est parce que c'est très technique et c'est cas par cas et c'est en fonction du timing, de la plus-value et donc des éléments du souhait. Donc, il faudra, on va dire, tac au tac. Mais déjà, dès le début, pensez à dire, OK, très bien, il y a cette nouvelle taxation. Si je fais rien maintenant, ça va me coûter vraiment très cher plus tard. Donc, je vais au moins faire ça, être sécure, et on verra plus tard comment faire. Mais au moins avoir une consultation à ce niveau-là et compléter cette partie-là au moment de la création. Donc, quand vous passez chez notaire, la création de actions, donc de catégories d'actions. Donc voilà, comme j'ai dit, ça pourrait, c'est en fonction cas par cas. Il ne faut pas juste le prendre et l'appliquer tel quel, mais il faut garder ça en tête parce que ça peut vite chiffrer et chiffrer, ça fait très très mal. Voilà. Et donc là, on passe aux erreurs à éviter. Donc, j'en ai parlé au fil de cette présentation tout doucement avec donc le business model Canva, ne pas le négliger cette étape-là. On va centraliser toutes nos idées, ce qu'on veut faire, on va voilà, condenser sur un document pour avoir un visuel clair, ciblé de ce qu'on veut. Même si c'est pas parfait, mais au moins avoir la direction. Quelqu'un qui va courir derrière 10 lapins, il va attraper aucun. Ça, c'est sûr. Avoir notre business plan simplifié, c'est pas être le professionnel du chiffre, mais juste avoir plus ou moins de quoi j'ai besoin, combien je dois mettre, combien j'espère vendre, voilà, des éléments comme ça, combien j'ai besoin pour vivre, parce que c'est des questions que votre expert comptable va vous les poser. Et je peux vous dire que une bonne partie des cas, j'ai comme réponse les grands yeux à dire, oh, mais je sais pas. Et donc là, je donne des exercices et des workshops. On fait des workshops avec les clients pour compléter ces éléments-là. Mais au plus vous anticipez le travail, au plus vous faites appel à votre conseiller pour ces points-là. Donc voilà, les étapes. Donc, ne pas faire vite. Donc, comme j'ai dit, ne pas faire vite. C'est vrai qu'on entend sur Internet un peu n'importe quoi, dire, OK, en Belgique, c'est facile, allez, bingo, je crée ma SARL, j'ai besoin d'1 euro, même pas. Mais
c'est pas vrai. Pour payer votre expert comptable qui va vous aider pour le plan financier, ben, ça coûte pas 1 euro. Pour payer le notaire, ça coûte pas 1 euro. Pour enregistrer la société à la BCE ou s'identifier à la TVA, ça coûte pas 1 euro. Donc voilà. Donc ne pas précipiter ces étapes, être réaliste, ne pas croire tout ce qu'on entend sur les réseaux. Donc ça, c'est le point suivant, c'est de bien choisir les partenaires, ne pas juste se fier au prix bas, parce que quand on a un prix bas pour une prestation de service, surtout de conseil, il faut se poser la question pourquoi c'est si bas. Le pire, c'est avoir quelqu'un qui existe, qui exerce illégalement le métier. Et ça, il y en a malheureusement, malgré les efforts de l'État à ce niveau-là, mais il y en a pas mal. Il y en a qui se proclament coach en business et qui vont raconter aussi n'importe quoi et même des fois dangereux aux clients. Et donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Et comme je dis, par exemple, aux personnes qui vont exercer illégalement, ici, c'est pas seulement de dire, OK, moi, je m'en fous, du moment que je paye le moins cher, je j'ai rien vu. C'est pas ça, c'est que vous risquez aussi d'être impliqué, vous risquez aussi d'avoir des problèmes. Quand vous travaillez avec un professionnel du chiffre qui exerce illégalement ou quelqu'un qui n'a pas les autorisations nécessaires ou un sous-traitant ou quoi, vous risquez aussi d'avoir votre responsabilité engagée. Donc ça, c'est des risques majeurs. Et donc là, ici, c'est pas seulement dans un seul volet ou juste civil ou éthique, ou ça peut être pénal, ça peut être une nullité de contrat, ça peut être les assurances qui vont refuser d'intervenir en cas de sinistre. Ça peut être une responsabilité solidaire, ça veut dire qu'on va vous dire peut-être que vous étiez complice. Donc, c'est beaucoup de risques. Donc, vérifiez avec qui vous travaillez avant de signer quoi que ce soit. Donc, voilà, là, j'ai terminé donc, la partie de présentation du webinaire avec les éléments essentiels auxquels vous devez réfléchir avant la création de la société. Donc, c'est une brève présentation de nous. Donc, le cabinet EBM Tax and Accounting, on est expert comptable certifié ITA, numéro d'agrégation. On est situé avenue Louise à Bruxelles. Donc là, c'est le site et le WhatsApp à disposition des clients. Et c'est des humains qui répondent, pas des IA qui vont vous poser plein de questions pour vous rediriger à la fin vers quelqu'un. Et on est spécialisé dans la création de sociétés, donc l'accompagnement de l'idée à la création, l'optimisation fiscale et la gestion comptable et financière, donc personnalisée en fonction de chacun et des besoins de chacun. La valorisation de société, donc si vous souhaitez acquérir une société et ne pas la créer, par exemple, bah, il faut faire attention à beaucoup d'éléments, sinon on risque d'acheter du vent. Donc, on est spécialisé dans la valorisation pour quand on veut acquérir, fusion, acquisition ou cession, et tout ce qui est missions spéciales qui sont réservées que aux experts comptables. Donc, il n'y a que les experts comptables certifiés qui peuvent faire ce genre de mission, ou les réviseurs, bien entendu. Il y a pas mal de rapports, donc là, ici, je ne vais pas détailler, sinon, ça reste abstrait pour des gens qui n'ont pas eu le cas avant, mais c'est une émission spéciale. Donc voilà, là, je vais passer aux questions. Ah oui, par rapport aux honoraires, ils sont fixés conformément au barème établi par l'ordre des experts comptables. Nous, on n'a pas des barèmes imposés, mais on a des recommandations, donc par exemple, de l'ordre des experts comptables de Belgique, et nos honoraires sont tous fixés en respectant ce barème en fonction de la matière, bien entendu, et la complexité de cette dernière. Voilà. Donc là, je vais passer aux questions-réponses. Là, j'ai respecté le timing. C'était assez corsé parce qu'il y avait pas mal de points à aborder. Mais j'ai quand même 9 minutes pour les questions-réponses. Je vais prendre le temps de lire et regarder les questions. Hop. Alors. Alors, j'ai ici une question qui demande est-ce que c'est toujours avantageux de respecter les conditions pour bénéficier du taux réduit à l'ISOC? Donc, comme j'ai dit dans un slide précédent, je vais essayer de revenir sur le slide pour ne pas perdre tout le monde. Donc, ici, j'avais dit qu'une société est taxée à 20% quand elle a un taux réduit pour la première tranche de base imposable de 100 000 euros. Donc, le bénéfice imposable, et au-delà, elle est à 25. Donc, la question, est-ce que c'est toujours avantageux? Donc, pour avoir ce taux réduit, il faut respecter certaines conditions. Mais
avec la nouvelle législation concernant la rémunération de dirigeant minimum, avant c'était à 45 000 ou équivalent au bénéfice imposable. Maintenant, le gouvernement avait modifié la chose et il a augmenté à 50 000. Et c'est pas ça le problème, c'est qu'il a limité donc la partie avantages de toute nature dont j'ai parlé, où on peut combiner pour avoir des éléments qui sont pas taxés chez le dirigeant. Pas beaucoup taxés chez le dirigeant, donc des montants assez faibles, mais qui représentent quand même une charge plus conséquente au chef de la société. Donc ici, c'est limité maintenant à 20% de la rémunération. Donc c'est là où ça devient un peu corsé. Et donc des fois, il faut regarder, on est dans quelle gamme, entre parenthèses, pour voir si c'est intéressant de dire, OK, très bien, moi je vais respecter ces conditions-là, mais j'arrive quand même à une base de 50 000. Donc voilà, plus la limitation à 20%. Est-ce qu'avec ça, in fine, ma charge fiscale globale est intéressante ou pas? Ou alors dire, OK, ben avec ça, honnêtement, moi j'y vais à fond sur les avantages de toute nature, je m'en fous de cette règle, et tant pis pour l'auto réduit, je laisse tomber 5% parce que finalement, quand je fais le calcul, mais 5% ne représentent pas grand-chose par rapport à ce que je perds si je laisse tomber moi mes avantages. Donc, c'est cas par cas, mais je vais dire, avec cette nouvelle limitation, j'aurais plus tendance à dire, OK, on laisse tomber les 5%. Mais je répète, c'est cas par cas et faire la simulation pour voir l'impact. Donc, la deuxième question, je ne sais pas si je vais arriver à parcourir toutes les questions ou pas. Euh, Si une personne travaille déjà comme salarié et souhaite devenir indépendant, complément doit-elle respecter les mêmes obligations? Alors, en termes d'obligations, oui. Mais en termes, on va dire, de charges, c'est moins compliqué. Je m'explique. Donc, si vous êtes salarié, si j'ai bien compris la question, vous êtes salarié, on va dire, à minimum mi-temps. D'accord? Parce qu'il y a un minimum, parce que quand on est salarié, c'est l'employeur qui paye les cotisations sociales. Et donc, il faut que ces cotisations sociales soient suffisantes pour que vous, en tant qu'indépendante complémentaire, ce qu'on vous réclame comme cotisation provisoire, hein, je vais expliquer ce mot provisoire avant, il sera moins élevé. Mais le processus et les obligations sont les mêmes. Parce que vous allez s'identifier à la TVA, vous allez, comment dire, faire votre comptabilité, faire vos comptes. Donc, tout ça, ça reste la même chose. Par contre, au niveau des cotisations, vous avez un minimum donc qu'on va vous demander qui est de l'ordre de plus ou moins 900 euros quand vous êtes à titre principal et qui est dans l'ordre de 90 euros par trimestre quand vous êtes indépendant complémentaire. Donc, la différence est vite est conséquente parce que quand on démarre, on n'a encore rien gagné, mais on doit quand même payer ce montant-là. Et quand on doit quand même sortir 900 euros trimestre dès le début, ça fait quand même mal. Alors, quand on sort 90, bah, ça fait moins mal. Ça ne veut pas dire que c'est ça le montant qu'on doit payer à la fin. Parce que si vous travaillez, imaginons, vous travaillez comme salarié, là, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai peur que ça coupe, mais voilà. Euh, Vous travaillez comme salarié, vous faites votre activité d'indépendance, ça marche très bien, complémentaire, ça marche très bien, et qu'au final, votre base imposable est quand même élevée. Bah, quand vous allez faire votre déclaration, vous allez déclarer vos revenus. Le secrétaire social va recevoir cette information plus tard, certes, mais va régulariser sur cette année en cours. Et donc là, on va vous réclamer la différence. C'est toujours bien, hein, c'est toujours mieux de sortir que 90 euros et après régulariser que de devoir sortir les 900 euros d'un coup. Mais voilà, il faut quand même garder en tête qu'en termes d'obligation, ça reste la même chose par rapport à cela. Donc, si vous êtes assujetti à la TVA, vous devez faire votre TVA. Si vous avez par contre un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros et que vous n'êtes pas dans des secteurs d'exclusion euh, et que vous n'avez pas des investissements importants à faire, pourquoi je dis ça? Parce que si vous optez pour ce régime-là, vous n'avez pas le droit de récupérer la TVA et donc là, vous allez perdre cette TVA-là, vous allez la payer de votre poche, entre parenthèses, ça vient en charge, mais vous devez quand même enfin, sortir l'argent. Vous pouvez opter pour le régime de la franchise. Et donc, avec ce régime-là, vous facturez son TVA et vous récupérez pas la TVA sur les achats non plus. Donc là, ça peut être aussi intéressant pour éviter les formalités à ce niveau-là. Mais sinon, en termes d'obligation, ça reste la même chose parce que c'est aussi appliqué aux indépendants à titre principal, hein, donc il n'y a pas de différence. Les différences, comme j'ai dit, c'est le seuil de 25 000 euros l'année et ne pas être exclu donc, par certains secteurs. Par exemple, l'ORECA, certains domaines en construction, par exemple, ils peuvent pas opter pour ce régime-là. Mais sinon, c'est la même chose. Euh,
avec la création. C'est oui qui. Alors, la question ici, est-ce qu'on peut cumuler donc l'emploi salarié et la société? Oui, on peut cumuler, il y a pas de problème. Les conséquences fiscales, c'est comme j'ai dit, donc d'un côté, vous allez être taxé à l'IPP parce que vous êtes salarié, d'un autre côté, il y a la société, il y a le dirigeant. Donc, par exemple, si vous dites, moi, autant que dirigeant, vu que je mon salaire de salarié, bah, je ne prends pas de salaire au niveau de la société, bah, on va dire l'impact, il est estampé. Mais ça, c'est vraiment cas par cas. Il faut dresser à combien vous êtes au niveau salarié et combien vous êtes au niveau de société donc pour voir quel est l'impact, le chiffré, on va dire, le chiffré. Mais c'est cumulable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Hum. Comment puis-je savoir quel est le montant que je dois apporter au niveau de capital? Donc là, comme j'ai expliqué, au niveau du plan financier, quand vous allez déterminer donc tous les éléments, donc le chiffre d'affaires, les coûts, tous les investissements, et est-ce que vous allez faire appel à un crédit ou pas, voilà. Donc l'expert comptable va calculer votre trésorerie, il va calculer est-ce que ce que vous apportez comme théorie est suffisant pour couvrir cela. Est-ce que le bénéfice généré qui va être reporté à l'année qui suit va à nouveau être assez? Et sur cette base-là, on va déterminer le montant, on va dire le seuil que vous devez apporter. Mais ça, c'est vraiment cas par cas. Il faut faire le plan financier, il faut voir combien on a, hein, tout simplement, et est-ce que j'ai assez, pas assez, et l'adapter. Je dis pas qu'il faut tout apporter en apport en société, mais les sources doivent être suffisantes. On peut les combiner, voilà, les mettre sur plusieurs postes, mais il faut quand même en tenir compte d'un certain montant minimum en fonction des scénarios développés dans le plan financier. Il y a pas mal de questions. Je pense pas que je vais avoir le temps de répondre. Envoyez-moi un email sur les questions, pour les questions dont j'ai pas eu le temps de répondre, et je vais vous répondre alors par WhatsApp ou par mail, si comme vous voulez. Envoyez un WhatsApp ou un mail et je vous réponds pour la suite. En tout cas, un très grand merci pour la participation. C'était un plaisir. J'espère que ce webinaire a répondu à vos questions, à vos inquiétudes. Bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour le lancement de votre business et la réalisation de votre rêve. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.